Mais il y aura aussi ça, la charrette chinoise, puisqu'apparemment c'est la charrette la plus optimale pour transporter les marchandises en fait. Pardon ? Comment il peut trouver l'énergie avec une roue comme ça? Alors, je vous avoue, j'ai jamais testé la charrette chinoise, mais apparemment c'est optimal. Donc voilà, peut-être que dans 30 ans, on sera dans des éco-hameaux en train de tirer une charrette chinoise, et peut-être qu'on sera très content parce qu'il y aura le coucher de soleil et qu'après on se retrouvera tous autour d'une table et qu'on mangera tous ensemble et ça sera génial. Et qu'on dira, vous vous souvenez, il y a 20 ans, on était au Forum 104 et on regardait des PowerPoint, quoi. Je trouve ça, moi, ça me fait presque rêver. Donc, l'idée aussi pendant ce cycle, c'était de comprendre comment prendre la vague. Donc la vague, c'est un concept, pour être simple, ce changement civilisationnel, en fait, c'est une vague qui est en train de passer. En fait, elle passe à chaque seconde, alors on la prend ou on la prend pas. Et c'est une vague qui est à la fois intérieure, qui est à la fois sociale, donc c'est ce qu'on voit tous les jours, et c'est une vague qui vient aussi de plus loin. Hein. C'est une vague qui vient de l'invisible, c'est une vague qui vient de bien au-delà de notre Terre. Donc tout ça, ce sont des hypothèses, hein, on ne peut pas les prouver, mais ce qui est très troublant, c'est que tout ceci arrive en même temps. C'est-à-dire qu'on a des passages de cycles qui se passent dans le cosmos, au niveau astrologique, et qui correspondent à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de chacun d'entre nous et aussi au niveau social. Donc cette conjonction est très très troublante. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'heure du choix, en fait, plus que jamais. En gros, pour être presque caricatural, parce que sinon on pourrait y passer quand même des heures, on se dirige vraiment vers deux hommes nouveaux, hein, ce qu'on peut appeler deux hommes nouveaux, c'est-à-dire deux visions du monde qui sont vraiment diamétralement opposées, qui supposent des économies diamétralement différentes, qui supposent des modes de vie extrêmement différents. On a le choix entre développer la pleine potentialité de notre humanité, développer un nouvel humanisme, et aller vers ce qu'on est en train de nous préparer, aller vers ce vers quoi l'économie, une grande partie de l'économie nous pousse aussi, l'économie néolibérale, c'est aller vers cet homme transhumaniste, cet homme qui peut effectivement être un winner, être un perfectionniste. On a cette obsession du contrôle de plus en plus, parce qu'en fait les choses nous échappent de plus en plus, du coup on a de plus en plus envie de contrôler, et on pense qu'on va arriver à le faire grâce à la haute technologie, grâce aux data, grâce au dataïsme. Et voilà, le dieu de plus en plus de personnes, eh ben, c'est la high-tech, c'est la big mama, comme dit Alain Damasio, c'est le techno-cocon, c'est-à-dire vraiment cette idée que avec mon iPhone, avec mes applis, eh ben, je vais me faire une vie parfaite, je vais absolument tout contrôler, mes flux de personnes, de pensées, je vais être dans un cocon, et on est bien, c'est tout doux, on mène sa vie depuis son fauteuil, mais en fait, c'est pas du tout ça ce qui se passe, dans le fond. L'homme nouveau, il va être poussé aussi à vivre dans les smart cities. Alors, les smart cities, c'est pas forcément négatif. Hein, il y a des choses... la haute technologie n'est pas en soi quelque chose de négatif. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et oui, je parlais des quartiers de haute sécurité parce que, donc ça on en a un peu parlé dans les séances précédentes, mais on s'attend à des flux migratoires vraiment énormes, des flux migratoires climatiques extrêmement importants. On parle vraiment de dizaines de millions de personnes. Et on peut évidemment craindre que ça provoque énormément de remous politiques, sociopolitiques. Le dataïsme, c'est un concept qui a été théorisé par Yuval Noah Harari. Et c'est vraiment cette idée que même ce que je ressens, en fait, ça peut être un algorithme. Hein. Donc il y a des neurobiologistes d'ailleurs qui rentrent aussi là-dedans, c'est-à-dire qui s'imaginent que finalement les sentiments sont des algorithmes à l'intérieur du cerveau et que donc si ce sont des algorithmes, eh bien, finalement on peut les contrôler, on peut les reproduire, etc. etc. Et les dataïstes réduisent, le problème c'est qu'ils réduisent l'univers, effectivement on a un flux de données et que la valeur de chaque phénomène, tout le monde n'arrive peut-être pas à lire là d'ici,
Si, ça va? Bon. Ok. Bon, bah, s'ils vont y arriver, alors c'est bon. Voilà, c'est cette idée que l'univers consiste en un flux de données et que la valeur de chaque phénomène ou entité est déterminée donc, par sa contribution au traitement des données. Et moi, je rajoute qu'en fait, c'est vraiment un dévouement au cloud. Toutes ces datas que l'on produit sans le savoir, toutes ces datas que l'on achète, toutes ces datas voilà, qui commencent à être vraiment le ferment de notre vie quotidienne, nourrissent un cloud plus général et on devient esclave de ce cloud. Et c'est deux hommes nouveaux qui sont en train de se dessiner, donc là je vous parle du premier, mais il y a un autre homme nouveau qui lui, donc c'est vraiment une société qui n'a strictement rien à voir, il a envie de s'occuper d'un autre cloud. Alors certains vont dire que c'est Dieu, d'autres vont dire que c'est la nature. Ce sont d'autres informations. Il ne faut pas se leurrer, il y a un petit dataïste en chacun d'entre nous, hein, parce que là je fais une vision très manichéenne, hein, évidemment, je présente quelque chose de très manichéen, parce qu'on a tous envie de se faciliter la vie avec notre iPhone, on a tous envie que ce soit facile, on a tous envie d'être dans notre techno cocon, et je m'étais amusée à écrire cette ode au cloud, justement, qui est presque un dieu, en fait, pour beaucoup de personnes. Et l'idée, c'était « Oh my cloud, je consommerai et produirai toujours plus de données, je relirai tout à toi, même mon frigo qui alertera le poulailler car je vais bientôt avoir besoin d'œufs. » Parce que c'est vraiment ça, en fait, les objets connectés, c'est ça. Je serai connecté à toi jour et nuit, quoi que je fasse, quoi que je pense, tu es avec moi, même sous mon oreiller. Et il m'arrive d'avoir mon portable sous mon oreiller, donc je m'inclus là-dedans. Tout ce que je vis, je te le dis via Facebook ou Twitter, je poste donc j'existe. Ça c'est. Je ne commettrai pas le péché ultime qui est d'arrêter le flux des données. Ça c'est le péché ultime, parce que voilà, il y a des commandements et il y a des péchés. Oh my cloud, c'est toi qui me reconnais, c'est toi qui me donne vie, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui subviens à tous mes besoins qui... Ah, j'ai écrit déviance. En fait, je voulais écrire devance. Ce qui s'appelle un scriptus, enfin, c'est un mot que j'ai inventé qui veut dire lapsus écrit. Qui déviance mes envies, ben, c'est ça. C'est toi qui veilles sur moi, donc qui surveille plutôt, et c'est toi qui me donnes ma valeur. On est tous un peu là-dedans, hein. Faut pas se leurrer, plus ou moins. Mais je voulais appuyer un peu là-dessus parce que j'ai fait des découvertes récemment sur... je vais vous en parler et je me suis dit mais c'est pas possible. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point cette société dataïste qu'on est en train de construire, jusqu'où ça va nous emmener et à quel point ça peut être grave. Alors, il y a quelques risques qu'on connaît déjà. Bon, il y a évidemment le risque de démence numérique qui touche déjà beaucoup l'Asie et notamment la Corée du Sud, où les enfants en fait sont tellement addicts de leur portable qu'on est obligé de les emmener dans des cliniques de désaddiction en fait, parce qu'il y a une campagne de pub qui a été mise au point et le slogan principal c'est « Qui est ta famille ? Qui est ta vraie famille ?» Voilà, parce que pour certains enfants, certains adolescents de ces pays-là, ben leur famille, c'est plutôt voilà, leur portable, en fait, que les personnes en chair et en os. Il y a un autre très grand risque de notre dépendance aux data, c'est évidemment les cyberattaques, dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'en fait, c'est un tabou. Il faut savoir qu'il y a eu des cyberattaques extrêmement puissantes et extrêmement destructrices. Par exemple, est-ce que certains d'entre vous avaient entendu parler de NotPetya, le virus qui a attaqué l'Ukraine en 2017. Vous voyez, alors que c'était un truc mais énorme. Il y a des centaines de milliers d'ordinateurs d'Ukraine qui ont été complètement, toutes les données ont été effacées. En fait, ils voulaient attaquer a priori l'Ukraine à la base, donc ils sont passés par en fait, ils ont mis un virus dans un logiciel de secrétariat. Et le problème, c'est que ce logiciel de secrétariat, eh bien, il y avait par exemple des gens de Saint-Gobain en France qui l'utilisaient. Du coup, non seulement l'Ukraine a été touchée, mais le monde entier en fait. Des hôpitaux en Grande-Bretagne ont été touchés,
Donc Saint-Gobain, ils ne pouvaient plus utiliser leurs ordinateurs. Donc pendant 4 jours, ils ont dû prendre leurs commandes avec du papier et du crayon. Résultat, ils ont perdu plus de 200 millions d'euros. Ça a été un désastre. Ça peut toucher les entreprises, mais pas seulement. On a aussi des anecdotes d'hôtels, par exemple, où on avait bloqué les chambres. Les gens ne pouvaient plus sortir des chambres qui étaient uniquement électrifiées. Donc ça pose quand même la question de, oui, toutes ces datas nous facilitent la vie, mais est-ce qu'à chaque fois, on a l'alternative manuelle? C'est arrivé aussi en Russie. Il y a eu un piratage sur un système électrique et heureusement, c'était au fin fond de la Russie, ils avaient encore l'espèce de centrale où on pouvait tout rallumer avec les manettes. Et le technicien disait, mais c'est parce que c'est chez nous, ça serait arrivé n'importe où ailleurs, aux États-Unis, la panne aurait été beaucoup plus grave parce que là-bas, ça n'existe plus, les espèces de leviers manuels. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre. C'est les smart cities, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si demain, on pirate ma maison, on pirate la porte de ma maison? Est-ce qu'il y a un système manuel qui va me permettre de m'en sortir? Dans les risques, quand même très importants, bon, il y a l'industrie de la high-tech est en train de nous préparer plein d'objets connectés, tout aussi inutiles les uns que les autres, comme par exemple des vêtements chauffants qui s'adaptent à la température, etc. Plein de choses. Et le problème, c'est que c'est pareil, on peut très bien pirater un objet connecté. Demain, on peut très bien, si vous avez une cafetière connectée, eh ben, la cafetière, demain, elle peut peut-être vous demander 2 € pour vous faire votre café. Parce que ça aussi, c'est des choses qui sont en train de se répandre. Hein. C'est-à-dire, c'est des virus et on vous rançonne, on vous dit, ça apparaît sur votre ordinateur, si vous ne mettez pas 200 € là dans ce compte en banque, on efface toutes vos données. Hein. Donc ça, c'est des choses très courantes, on n'en parle pas, mais c'est très courant. Et les objets connectés sont à chaque fois une façon de s'introduire encore plus gravement dans votre vie. Le problème plus large de la gestion des masses par les data, et on a de moins en moins souvent affaire à des gens vivants. Et la question qu'on est très nombreux à se poser, c'est au final, est-ce que les masses finalement ne vont pas être gérées par les data et les riches, eux, ils auront le droit de voir une hôtesse ou un être humain. Par exemple, dans une gare, eux, ils auront un guichet grand voyageur, ils pourront s'adresser à quelqu'un pendant que les autres, ils se débrouilleront avec leur iPhone. Et ça, je crois que c'est une vraie question. On peut vraiment se demander si, à un moment donné, le contact avec un réel humain ne va pas être un luxe. Et ça fait très peur. Au niveau du contrôle des populations, il y a beaucoup de choses à dire. J'imagine que vous êtes au courant pour les Ouïghours, hein, cette communauté en Chine qui est discriminée et qui est, en fait, on les repère. On a mis en place des logiciels de reconnaissance faciale, on a mis des QR codes sur leur maison pour les repérer. Hein. Et donc les Ouïghours, il faut savoir, il y a 1 million de Ouïghours qui sont emprisonnés en Chine dans des camps. Hein. Donc si jamais certains d'entre vous ne sont pas au courant, ce n'est pas quelque chose qui est très médiatisé. C'est un sujet à creuser et comment on pourrait appeler ça, ce drame est largement facilité, entre guillemets, par les hautes technologies. Le système de points chinois aussi, hein, j'imagine que vous en avez entendu parler. Et alors, moi, ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et c'est ce qui fait que je me suis dit, il faut que j'enfonce vraiment le clou sur cette société-là qui est en train de se dessiner, et où vraiment il faut aller de façon diamétralement opposée, il faut vraiment se battre pour qu'on n'aille pas là, c'est... Alors, les puces qui sont en train de nous préparer pour être mis dans le cerveau, donc Neuralinks et tout ça, j'en ai déjà parlé. Est-ce que certains ne savent pas ce que c'est, les puces de Neuralinks? Donc pour être rapide, Neuralinks c'est une start-up qui a été faite par Elon Musk et ils sont en train de mettre au point des puces alors aux dernières nouvelles, c'est un filet qui sera bioabsorbé par notre cervelle et qui sera introduit via une piqûre. Et l'ambition, en fait, c'est de augmenter notre quotient intellectuel, augmenter notre capacité de mémoire
Et ils veulent aller jusqu'à faire en sorte qu'on puisse se connecter à Internet sans interface, c'est-à-dire sans ordinateur. Donc ça, c'est vraiment l'ambition. Et l'argument de Elon Musk, c'est que les intelligences artificielles sont de plus en plus intelligentes et qu'au final, elles pourraient nous dépasser. Et que donc, si on veut que les intelligences artificielles restent à notre service, il faut que nous, on devienne plus intelligents. Et pour ça, on va utiliser des hautes technologies, dont les puces. Voilà, c'est ça à peu près le raisonnement pour être vraiment très synthétique. Bon, ça, moi, déjà, ça me faisait peur pour plein de raisons. Ça serait trop long d'en parler, mais évidemment qu'une puce, ça peut aussi se pirater, ça peut aussi se hacker. Quels sont les dangers de la puce dans votre cerveau? Ça, c'est pareil, on pourrait en parler pendant une demi-heure. Mais ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et qui vraiment, là, je me suis dit, mais là, vraiment, la science-fiction devient réalité. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, le docteur James Giordano. Qui est un professeur qui est diplômé. Donc il fait partie de ceux qui sont en train d'informer. Il fait en fait des conférences qui rendent compte de la recherche militaire sur les armes, ce qu'on appelle les armes à énergie dirigée contre le cerveau, et qui comprennent justement ces éléments de haute technologie qui peuvent être invasives ou non invasives. Tout est vérifiable. Moi, quand on m'a parlé de ça, je n'ai pas cru au départ et je suis allée vérifier par moi-même. Et c'est ça qui est effrayant, c'est que les conférences de ce monsieur, vous pouvez les voir sur Internet. Je vous en conseille une, notamment, c'est une conférence qu'il a donnée à l'Académie militaire de West Point le 25 septembre 2018. Elle est sur Internet, vous pouvez la voir. Et là où c'est effrayant, c'est que si c'est sur Internet, public et tout ça, ça veut dire que c'est assumé. Ça veut dire que pour lui, c'est normal, en fait, ces armes qu'ils sont en train de faire. Et ça va très très loin. L'idée, c'est vraiment d'entrer dans le cerveau des gens. Alors, à des fins militaires, mais peut-être aussi à d'autres fins. On peut d'ailleurs, il prononce le nom de masse à plusieurs reprises dans son discours. Alors l'idée, c'est de créer de petites unités robotisées contrôlables à l'échelle nanométrique qui peuvent être mises en aérosol ou à travers des nano-essaims, c'est-à-dire des choses qu'on va saupoudrer dans l'air. Hein. Et ces particules, en fait, elles vont rentrer dans nos muqueuses. Et l'objectif, c'est de faire des neuromodulations transcrâniennes. Donc l'idée est de passer à travers le crâne pour moduler l'activité électrique du cerveau. Mise en réseau des électrodes dans le cerveau afin, et alors ça c'est vraiment, il le dit, hein, afin de lire et écrire dans le cerveau en temps réel et à distance. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de concevoir des choses qui doivent littéralement pirater nos cervelles. Et lui c'est un professeur, il est sûrement très très compétent et il s'exprime devant l'armée. Donc l'armée est très intéressée par tout ça. Il parle de perturbation d'un individu au niveau de ses cellules, de ses systèmes biologiques. Enfin, voilà, le but est vraiment de contrôler nos cervelles. Donc moi, je croyais que c'était de la science-fiction, ça, mais non, ça se passe en ce moment même. Je ne sais pas s'il y a des expérimentations qui sont faites, mais enfin, c'est absolument effrayant. Et voilà, ça se passe en ce moment même et personne ne dit rien, personne n'en parle, ce qui, moi, me paraît complètement dingue. Je pense que c'est l'un des trucs les plus dingues que j'ai jamais vus. Oui, on peut passer pour des réacs, mais moi, tu vois, je suis pas contre la haute technologie, juste je dis, il faut que nous, on aille, voilà, notre grande technologie de pointe à nous, elle est ailleurs, c'est notre conscience. C'est notre capacité à créer du lien, c'est notre capacité à faire des œuvres d'art. Ah, donc ça, on l'a vu dans la séance précédente, qu'il y avait des œuvres d'art que jamais aucune IA ne pourra faire. Parce que nous, quand on crée, on se connecte à des champs d'information dans l'invisible, dans d'autres dimensions. C'était ce que faisait Auguste Le Sage, je ne sais pas si tu te souviens, le peintre génial qui était mineur. Je le résume vite pour ceux qui... Auguste Le Sage, c'est un peintre... donc c'était un mineur, vraiment dans les mines. Et un jour, il entend une voix au fond de sa mine qui lui dit « Ce soir, tu achètes de la peinture et tu te mets à peindre. » C'est ce qu'il a fait. Et il a peint des tonnes de toiles
absolument extraordinaires, de plusieurs mètres les unes sur les autres. Et c'est absolument incroyable. Voilà, si ceux qui ne connaissent pas Auguste Le Sage, je vous encourage à aller voir sur Internet ce qu'il a fait, c'est juste incroyable. Donc, oui, on est vraiment en train on rentre dans une espèce de guerre des clouds. Une guerre, j'appelle ça une guerre des champs. Guerre des clouds, parce que pour beaucoup de transhumanistes, en fait, Google, le cloud, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Dieu en fait. C'est Dieu. Et il y a pas mal de chercheurs qui l'ont repéré. Bon, là, il y a Pierre Ducrozet, chez quelqu'un comme Ray Kurzweil, qui est donc le directeur de l'ingénierie chez Google et transhumaniste assumé. On a une religion de l'extrême matérialisme. On télécharge des données, on ne télécharge pas une âme. C'est-à-dire que, de toute façon, pour ces gens-là, l'âme n'existe pas vraiment. Hein. Donc, ils ont une vision du monde qui est extrêmement réduite. Donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, Anthony Lewandowski, qui est célèbre transhumaniste, l'assume complètement. Parce qu'il faut savoir que dans la Silicon Valley, on est en train d'élaborer un dieu numérique, avec une cybergénèse, on va peut-être même construire des temples dévoués à ce dieu numérique, etc. C'est quelque chose de très sérieux. Hein. Donc, voilà, il parle d'une création d'une divinité, une divinité artificielle qui pourrait améliorer notre société. Ça va quand même très très loin.